On a le plaisir d'accueillir aujourd'hui, pour ce séminaire général, Pauline Côté, qui est professeure titulaire au département de sciences politiques de l'Université Laval à Québec et qui est présente à Rennes tout le mois de février dans le cadre d'une invitation qui lui a été faite comme professeur invité par l'Institut des Amériques de Rennes 2. Les travaux de Pauline portent sur les minorités religieuses et plus particulièrement la façon dont l'État prend en charge la régulation des minorités religieuses. Et depuis une dizaine d'années, sa spécialité, c'est la mise sur agenda ou mise à l'agenda. Apparemment, les deux mots sont concurrents en France, peut-être plus que dans d'autres langues et peut-être plus qu'au Québec. C'est un sujet sur lequel Rennes a produit un travail de référence. Il y en a d'autres, mais sur celui-là en particulier en 1990, sous la plume de Philippe Garot, qui est cité évidemment à chaque fois qu'on parle de mise à l'agenda et qui est cité amplement dans le papier de Pauline. Et donc c'est aussi une occasion de saluer sa mémoire, puisque c'est un thème sur lequel il a produit des choses qui sont restées. Sans plus tarder, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci de cette invitation. Merci de l'invitation qui m'est faite par le collègue Ourcade les collègues Ourcade et Aguilera du séminaire CRAP à Rennes. Merci de l'occasion de m'entretenir avec vous et de pouvoir échanger avec vous sur des sujets qui me passionnent depuis plusieurs années et que j'ai examiné sous divers angles, ainsi qu'il a été dit dans la présentation de Renaud. Alors, mon exposé sera divisé en trois parties. Dans une première partie, je présenterai, je ferai directement référence, je développerai le sujet comme il était indiqué au résumé de la présentation. Je ferai une première partie qui sera consacrée à la question religieuse à l'agenda public des démocraties. Alors, je m'intéresse aux inscriptions de la religion dans un sens assez formel et restrictif. Maintenant, après, on peut le prendre de façon plus large et ça nous donne un autre échantillon de cas. Et de ça, on pourra parler. Mais pour les besoins de cette étude et de la présentation, c'est une perspective assez restrictive. Alors, non seulement les problèmes publics, qui est une perspective aussi qui est très inspirante et qui nous a nourris, en fait, étant au Québec, toutes ces choses nous arrivent directement ou par l'intermédiaire de la France. Les problèmes publics, quand j'étais étudiante à l'Université Laval, c'est la sociologie des problèmes publics directement des États-Unis. Il faut voir que l'Université Laval, c'est à même pas 50 km de la frontière américaine et que la plus grande partie de la population canadienne et québécoise vit dans un corridor étroit le long de la frontière américaine. Et d'autre part, les inspirations de la mise sur agenda de Philippe Garot, justement au début de ma carrière, au moment qui est indiqué, et j'étais assez peinée d'apprendre, j'ai jamais eu la chance de le rencontrer, mais via ses écrits, ça faisait du bien d'avoir une perspective plus fine et en français pour compenser, plus inspirante de fait même, je dirais, qui aidait à mettre en perspective toutes ces références sur l'agenda setting. Alors voilà, comme pour les problèmes publics, Éric Neveu avec ses travaux ici. Alors je suis dans cette mouvance, j'aime bien être au carrefour, je crois que nous sommes privilégiés pour ça. Donc dans une première partie, j'aimerais vous présenter la notion de question religieuse à l'agenda public, à savoir ce que j'entends par mise à l'agenda de la question religieuse. En fait, je me servirai de la question religieuse définie de la manière dont je vais l'indiquer. En fait, je peux l'indiquer tout de suite. La religion en tant qu'elle est, ou l'objet religieux en tant qu'il est expressément partie d'un enjeu porté à l'agenda public
pour discussion ou résolution. Alors, comme ça, on résout la question, est-ce que c'est la vraie religion, est-ce que c'est vraiment la religion qui est au fond? Non. Religion tout seul ou avec laïcité ou avec immigration ou avec autre chose, mais il faut que religion y soit, l'objet religieux, d'une certaine manière, dans l'enjeu ou dans la définition du problème, la délimitation du problème, au moment de la mise sur agenda. Alors, dans un premier temps, je vais faire encore quelques remarques là-dessus et puis vous présenter le dataset, si on peut dire, l'ensemble de cas que j'ai constitué de ces inscriptions à l'agenda, le cas étant l'inscription à l'agenda public, sur une période qui s'étend depuis un peu plus de 18 ans, depuis 2000, parmi les pays, les démocraties occidentales, l'Amérique du Nord et l'Europe. Je donnerai un aperçu du phénomène et je présenterai brièvement le tableau global de ces mesures inscrites à l'agenda pour résolution et qui ont donné lieu à une législation ou à une décision publique. D'abord, le portrait général comparaison entre ces pays, et puis une comparaison Canada-Québec. Et ça sera l'occasion de voir qu'à certains égards, si on ne pousse pas trop loin, le Québec est comme la France de l'Europe sur ces questions-là, sur le nombre d'inscriptions, parce que les termes sont trompeurs. Quand on parle de laïcité au Québec, c'est pas nécessairement, et Dieu sait qu'on se demande, on voit la complexité du débat en France. Imaginez dans une opinion publique et une classe politique qui n'est pas du tout au fait de ces enjeux, ça devient très embrouillé. Alors, après avoir présenté ces cas dans la globalité, deux tableaux, pays comparés, Québec, Canada, j'esquisserai en un deuxième temps quelques pistes de comparaison et via 3 scénarios de prise en charge des problèmes publics et de la formulation d'enjeux dont participe la religion. Et puis, je reviendrai plus en profondeur sur l'application et l'illustration de ces scénarios aux 2 cas d'inscription qui ont eu cours dans les 10 dernières années, en fait au cours des 5 dernières années au Québec, par le biais du projet de charte des valeurs de laïcité, projet de loi 60 2013, et le projet de loi la loi qui a été adoptée, favorisant le respect de la neutralité religieuse de l'État et visant notamment à encadrer les demandes d'accommodement pour un motif religieux dans certains organismes. Alors, avant d'entrer de plein pied dans cette première partie sous forme de 2 tableaux, simplement réitérer mon attachement à la perspective et c'est un attachement qui se lit sous chacun des segments de cette délimitation de l'agenda politique déjà, qui était le fait de Philippe Garot en 90, ce texte de l'année sociologique dont je m'inspire depuis longtemps. On peut définir assez largement l'agenda politique comme l'ensemble des problèmes faisant l'objet d'un traitement sous quelque forme que ce soit de la part des autorités publiques. Alors, sous quelque forme que ce soit, ça peut être un décret, ça peut être une résolution, ça peut être une commission publique, de la part des autorités publiques, donc de la part de celles des autorités qui ont autorité qui sont investies institutionnellement de cette tâche d'inscrire à l'agenda et susceptibles de faire l'objet, ça n'aboutit pas toujours, l'objet d'une ou de plusieurs décisions, qu'il y ait controverse publique, médiatisation, mobilisation ou demande sociale et mise sur le marché politique ou non. Alors, déjà dans cette délimitation riche de la notion
d'agenda, il y a les voies d'arrivée, les voies d'émergence à l'agenda telles qu'elles sont, telles qu'elles, dans l'acception, c'est-à-dire de ce segment du processus des politiques qui est l'émergence de problèmes et la mise sur agenda, et avec les diverses manières d'y arriver, c'est-à-dire que ce soit par le fait d'une controverse publique, d'une médiatisation d'événements, d'événements imprévus, d'événements sensationnels, que ce soit une mobilisation par le haut ou une demande sociale, et que ce soit, d'un côté, globalement, le fait d'une demande sociale ou encore d'une offre. Et après cette distinction du marché global de l'offre et de la demande, on verra avec Baumgartner-Jones et Mortensen à affiner la question de l'offre politique, et moi c'est là-dessus que je vais me concentrer, puisque dans les cas que j'ai analysés, c'est à ce niveau-là, c'est au niveau de l'offre que s'est faite l'intervention la plus décisive. Alors, maintenant, l'inscription de la religion à l'agenda politique, comme pour toute inscription à l'agenda, c'est le fait d'un choix politique qui est destiné à s'approprier un objet. Vous connaissez toutes ces choses-là pour le faire figurer éventuellement dans une loi. Il y a toujours une dimension cognitive, hein, et c'est pour ça que à l'intérieur de la notion de problématisation, dans ce qu'elle évoque fortement les processus cognitifs, je vais encore plus précisément sur la question de formulation d'enjeux. C'est vraiment la formulation d'enjeux qui m'intéresse, ce qui fait que dans tous les cas, je procède à rebours. La façon dont je procède, c'est que pour toutes les inscriptions à l'agenda qui respectent la délimitation que j'ai indiquée, je vais à rebours examiner les composantes, ce qui a contribué, ce qui a amené cet enjeu ou cette configuration, parce que le plus souvent c'est une configuration d'enjeu à l'agenda. Voilà. Si on va maintenant, on entre dans la délimitation du phénomène, pour se donner une idée de l'ampleur du phénomène, je vais y aller de deux tableaux. D'abord, un tableau comparatif par pays de mise à des cas d'inscription de mise sur agenda de la question religieuse, et puis un tableau comparatif Canada-Québec. Donc, deux tableaux pour cette première partie, avec, après chacun des tableaux, quelques remarques générales, retour après en deuxième partie sur quelques pistes, quelques scénarios de mise sur agenda, et en troisième lieu, application et illustration aux deux inscriptions dont j'ai fait part, les inscriptions récentes au Québec par la voie du projet de Charte des valeurs et de la loi 62. Alors, ce tableau, que j'espère que vous le voyez, relativement bien, on va passer rapidement. Alors, en gros, 12 à 13 cas suivant que le traitement qu'on fait de l'Australie, qu'on peut résoudre, annuler parce que il y a une loi sur l'impôt
qui est promulgué visant à éliminer du code fiscal les mentions de paiement pour services rendus déductibles d'impôts, de paiement effectué à un ministre du culte pour la célébration de mariage ou des funérailles et d'autres interventions. Alors, il y a une mesure qui avait été prise en 2006 et qui a été abrogée 10 ans plus tard. Ça, c'est pour le cas de l'Australie. Autrement, eh bien, on a l'Espagne. Alors, c'est écrit en petit. L'Espagne, c'est assez simple. C'est une mesure qui découle de la déconfessionnalisation relative de l'éducation, un peu comme au Québec, à savoir, dans le cas de l'Espagne, l'ouverture du curriculum aux enseignements religieux autres et le fait d'un enseignement culturel des religions et d'une option religion catholique. Ce n'est plus une obligation, c'est une option. Alors, c'est en 2003. Il y a eu, on va voir tout de suite après, en référence au Québec, qu'il y a eu des inscriptions semblables au début des années 2000, avec encore plus poussé parce qu'il était question de la déconfessionnalisation des commissions scolaires, à savoir des autorités scolaires locales, qui étaient toujours, les commissions scolaires publiques étaient toujours de droit confessionnel jusqu'au début des années 90. Et pour ce qui est de l'éducation, l'instruction religieuse ou les cours de religion obligatoires, ça n'a été réglé qu'au début 2000. Alors, c'est assez récent. C'était, si on peut dire, c'est la deuxième phase de la Révolution tranquille à cet égard. C'est la queue du processus de sécularisation. La France, eh bien, les inscriptions pour la France, 4 inscriptions, loi tendant à renforcer, ça va surprendre un peu parce que cette mesure n'est souvent pas incluse à l'analyse et il y a plus de 10 ans à peu près, au moment où on écrivait la nouvelle question religieuse, on voyait qu'il y avait une reprise à nouveau frais de la question de la gestion de la diversité religieuse en lien avec des minorités religieuses impopulaires, des options religieuses impopulaires, et après, en lien avec l'islam, phénomène qui s'est généralisé après septembre 2001. Il y a un avant puis un après septembre 2001, à tel point que un de mes ouvrages dont j'étais très fière de la couverture, c'était magnifique, c'était un tableau peint par une religieuse américaine qui en avait fumé du bon, et elle était dans un petit avion et elle survolait la ville, c'était tout en teint de rose et dégradé de bleu, et c'était intitulé, vous allez voir tout de suite pourquoi le livre ne s'est pas vendu, c'est pas allé plus loin que la couverture, ça s'intitulait « Jesus is my airplane ». Et j'avais pris toutes les précautions pour pouvoir utiliser l'image, c'était fantastique. Mais non, c'est arrivé 2001, juste en août, le livre est paru en août, septembre. Donc, c'est le petit avion, là, c'est un autre message qu'il portait. Alors, la loi de 2001, loi tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales. Ensuite, la loi de 2004, ça c'est the usual suspect, si on peut dire, et après 2 décrets d'interdiction du port de signes religieux dans la fonction publique, et puis décret créant un observatoire de la laïcité. Voilà pour les inscriptions. Et vraiment, on voit qu'il faut qu'il y ait le terme religieux parce que vous voyez que
n'y a pas de référence à la législation sur la burqa, pas la burqa, mais le code vestimentaire dans l'espace public. Ce n'est pas inclus, comme n'est pas inclus non plus l'arrêté royal qui a été pris en Belgique et qui a réitéré généralement le principe de neutralité des fonctionnaires, sans faire référence à la religion. Alors, il n'est pas inclus, quoique ayant été pris au cours de la période. Ensuite, le cas canadien, une inscription au Canada, Québec, donc on va y revenir. La Grande-Bretagne, c'est la fameuse réforme de l'éducation de 2005 qui touchait les écoles confessionnelles, dont on avait hérité le système. Vous savez que Québec, c'est France, Ancien Régime plus Grande-Bretagne, avec proximité américaine. Ça vous donne le topo. Et ensuite, Hongrie, Norvège, Suède, Suisse, on passe assez rapidement. Suisse, c'est aussi des usual suspects. Maintenant, on peut aller avant quelques considérations générales, telles que je l'indiquais, sur ce premier tableau. 4 considérations générales. La religion fait relativement peu l'objet d'une mise à l'agenda public gouvernemental. Ça, première remarque. Il y a, deuxièmement, une concentration du phénomène en Europe. Près de la moitié des inscriptions sont en France et ces inscriptions vont dans 2 directions, à savoir désolé, c'est une version antérieure. D'un côté, la réduction des privilèges des religions historiques et de l'autre côté, une reprise à nouveau frais de la question religieuse, une nouvelle question religieuse qui n'a que les apparences de l'ancienne. Quand on parle de laïcité, quand on parle de neutralité religieuse de l'État, dans la plupart des cas, ça a peu de rapport avec la question classique. C'est pour ça que l'on avait au Québec en particulier et en France pour jusqu'à 2004 certainement où j'avais travaillé de plus près. C'est une reprise à nouveau frais de ces enjeux en lien avec l'immigration, avec des minorités impopulaires. Alors, dans ces directions. Maintenant, allons au tableau qui a trait à une comparaison des inscriptions Canada-Québec. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que le Québec est peut-être à cet égard-là la France de l'Europe. La très grande majorité des inscriptions, après, il m'en manque peut-être 3 ou 4 au Canada anglais parce que j'ai mis en jaune une résolution qui a été prise, une résolution par le Parlement de l'Ontario, octobre 2017, après l'adoption de la loi sur la neutralité religieuse de l'État au Parlement québécois, en protestation contre cet assaut contre les libertés civiles. On fait toujours ce genre de déclaration pour son opinion publique. Mais il y avait eu auparavant une inscription significative qui est la première qui apparaît en haut sous Ontario. Essentiellement, c'est l'interdiction ou l'interdiction, oui, des tribunaux islamiques en matière. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça faisait là? Ça faisait là que ça n'avait pas été pensé du tout. Il y avait eu une grande réforme des droits de la famille et comme droit de la famille, vous savez, c'est pas important, le droit de la famille, hein, on tasse ça. Et puis, les mécanismes d'arbitrage, c'est bon, on veut délester un peu l'État, alors on légifère et puis on donne toute souplesse aux mécanismes d'arbitrage, y compris en matière familiale. Que pensez-vous qu'on fait un certain nombre d'entrepreneurs?
ils ont investi le champ et ça a fait un immense tollé et ça a donné lieu à une commission publique, la commission Boyd, et à cette loi venant réguler, venant expressément interdire le recours à des mécanismes d'arbitrage privés de cet ordre en matière de droit familial et de garde d'enfants. Ensuite, au Québec, eh bien, vous voyez pour la moitié des cas à peu près, Bill 118, excusez l'anglais, la loi 118, la loi 124, la loi 95, ces trois-là, c'est la queue du processus de sécularisation dont je parlais tout à l'heure. Ensuite, une motion, ça doit être la fameuse, oui, c'est les tribunaux islamiques. Ça, c'était, alors, vous voyez, une motion en Ontario en jaune en 2017, c'est parce que le Parlement ontarien n'avait pas oublié cette fameuse motion du Parlement québécois en 2000. Les parlementaires, ils ont la mémoire longue. En 2005, il y avait une résolution unanime qui avait été prise par le Parlement québécois, l'Assemblée nationale, condamnant le recours qui s'oppose à l'implantation de tribunaux islamiques en Ontario. Ça les avait vraiment profondément choqués. Du coup, réplique un peu plus tard. Et pour le reste, ce sont les cas dont je vais parler, les inscriptions plus récentes dont je vais parler. Alors, une fois que l'on a fait le tour de ces empiriquement qu'on a délimité le phénomène, on peut revenir à quelques pistes avant de plonger en troisième partie dans l'analyse plus poussée de ces deux mesures récentes. Alors, pour adopter une perspective comparée, il y a plusieurs voies, plusieurs portes qui s'ouvrent, et notamment celle qui a été ouverte avec la notion de mise sur agenda. On peut prendre problème public, mais problème public, la sociologie des problèmes publics prend la chose de plus loin. C'est pas exclu. Et même souvent, on recule jusque-là quand il y a de nouveaux enjeux. Et justement, on voit qu'il y a une certaine créativité, pas une créativité certaine, qui vient de l'agenda de l'opinion, de l'agenda des mouvements sociaux. Tous ces agendas, moi, je dis que c'est la totale, quoi. C'est l'agenda total. Il y a les agendas de l'opinion, il y a l'agenda gouvernemental, qui est un des agendas institutionnels. On peut considérer qu'il y a les tribunaux aussi pour l'agenda institutionnel. Il y a le Parlement, il y a le gouvernement. Et gouvernement, il y a opposition, il y a pouvoir et il y a l'agenda des partis politiques. Alors moi, je le prends de plus haut et le plus haut, c'est le plus près de la mise sur agenda, qu'on recule après la mise sur agenda, c'est l'agenda des partis politiques. Est-ce que c'était à la plateforme? Est-ce qu'il y a continuité ou est-ce qu'il y a quelque chose qui est étonnant dans la priorisation ou qui détonne, on va dire, dans la priorisation ou la configuration de l'enjeu par rapport à ce qu'il était auparavant. Et ça nous donne l'indice d'une intervention de type stratégique à l'agenda. Alors, Garreau nous le disait, et c'est par cette voie-là qu'on compare comment les gouvernements démocratiques, comment s'imposent-ils à eux, comment s'imposent-ils eux-mêmes de prendre en charge, souvent, la question X étant la question religieuse, à un moment donné. Ça, c'est le problème général. Garreau allait plus loin, il disait il existe une dynamique de l'agenda politique, comme il le délimitait et à quoi j'ai fait écho au début, à savoir qu'il y a une politisation sur enjeu, et j'insiste là-dessus,
avec la nuance que ce que nous donne à voir non seulement les inscriptions, mais quand on prend plus largement les tentatives de législation et les tentatives inabouties, c'est un pari qui est pris, un pari qui est pris sur l'enjeu, sur la portée de tel enjeu. C'est pas donné que ça va lever. Souvent, c'est pris, ce genre de pari est pris à partir de donner de l'opinion, de focus group, de monitoring des réseaux sociaux. Il y a un buzz. Il y a un buzz autour, en bon latin. Il y a un buzz autour de ça dans les mouvements, dans les mouvements sociaux. Et si on, étant les plateformes des partis politiques, si on essayait de surfer là-dessus. Parce que les partis politiques, l'agenda des partis, c'est un peu la guerre de position. Hein? C'est les chars. C'est Verdun. Mais on voudrait qu'ils soient un peu plus, qu'ils souffrent un peu plus que ce qu'ils ont l'air de souffrir en faisant, qu'ils souffrent comme des vrais poilus, quoi. Bon. C'est Verdun. Et puis, quand viennent les élections, je caricature, on balance deux, trois petits enjeux polarisants pour déplacer les lignes, tenter de faire bouger les lignes. Et les questions au Québec, très certainement, les questions de religion, laïcité, charte des valeurs, eh bien, c'est au point le plus sensible à l'intersection de trois axes de tension, à savoir fédéralisme, nationalisme, donc souveraineté et fédéralisme. Autre axe, il ne faut pas que je me gourre avec mes axes. Le deuxième axe, c'est ouverture, fermeture à on va dire la diversité, à l'autre, à la diversité, à l'inclusion, étant aux minorités. Et le troisième, c'est une question de liberté versus intervention de l'État. Et là-dessus, il y a un clivage générationnel et il y a un clivage pas tellement homme-femme que à l'intérieur du féminisme là-dessus. Le dernier débat, le débat sur la charte des valeurs a vraiment fait éclater ça au grand jour. Et on peut dire, c'est à l'intérieur du féminisme, ça peut être un reflet aussi, ça peut être, de toute façon, c'est à l'intersection de la question générationnelle aussi. Hein. Féminisme de première génération versus deuxième, troisième génération, avec les autres axes, les autres tensions dont j'ai parlé tout à l'heure. Ça nous fait déjà, avec la diversité des configurations d'acteurs, ça nous donne déjà une bonne mesure de la complexité des processus d'émergence et de mise sur agenda des problèmes publics. Et tout ça, on peut comparer. On peut, en prenant les mêmes indicateurs, arriver à comparer. Et là, on peut y aller par trois scénarios. J'ai évoqué le scénario de la demande politique. Alors, le scénario de la demande politique, c'est un des scénarios de comparaison. En fait, on peut prendre l'un et l'autre successivement. On doit, de toute façon, on doit raisonner et on doit prendre en compte
tous ces facteurs doivent faire le tour. Alors, on peut les organiser en scénario offre ou demande. On peut les organiser selon le schéma, mais il est trop petit, alors je vais revenir. C'est équilibre versus ponctuation. Jones, Baumgartner, Jones et Morgensen. Et le moyen terme que je prends pour ma part, qui est la dynamique interagenda électoraux, pas seulement un agenda, mais les agendas électoraux, les uns par rapport aux autres, les paris qui se font sur les enjeux et sur certains enjeux configurés, comme Weber disait que l'action était configurée. Alors, allons-y maintenant. Ça, c'est tout simple, je reviendrai là-dessus sur la manière de procéder avec les questions. J'en arrive à l'application et à l'illustration. 2 cas d'inscription, le cas de la Charte des valeurs. Je vais les présenter tous les deux selon les mêmes catégories, les mêmes rubriques, qui va permettre de s'en faire une idée. Charte affirmant les valeurs de laïcité et de neutralité religieuse de l'État, ainsi que d'égalité entre les femmes et les hommes et encadrant les demandes d'accommodement. Il faut savoir que c'est un projet de loi qui est, comme on dit en bon anglicisme, mort au feuilleton avec le déclenchement des élections par la première ministre Pauline Marois en 2014, en février 2014. Il y avait un gouvernement minoritaire, élection d'un gouvernement minoritaire 2012, première ministre Pauline Marois, Parti québécois porté au pouvoir et en 2012. Un an plus tard, mise sur agenda formellement du projet de loi 60, oui, et qui meurt au feuilleton moins de 6 mois plus tard. 3 composantes: affirmation de la laïcité, de la neutralité religieuse de l'État et de l'égalité entre les hommes et les femmes. On ne parle pas ici de normes constitutionnelles, parce que la laïcité n'est pas au Canada une norme constitutionnelle. Ce qui a été la manière de résoudre la question religieuse selon les époques, ça a été d'abord la segmentation du système scolaire, les confessions, les systèmes confessionnels dont je vous ai parlé, et avec la déconfessionnalisation, le plus gros morceau de ce qui était l'emprise ou l'empreinte de l'institution ou des institutions religieuses dans l'appareil d'État est parti. Deuxième élément très important à signaler, 1982, adoption de la Charte canadienne des droits et libertés qui constitutionnalise révision judiciaire, un pouvoir de révision judiciaire très étendu de la Cour suprême du Canada en matière de liberté fondamentale, dont invalidation des lois sur de dispositions législatives au motif notamment d'atteinte aux libertés fondamentales, dont la liberté de conscience et de religion. Alors, il faut voir que toutes ces législations-là, elles auraient été condamnées à disparaître si elles étaient restées en place. Le processus était déjà entamé, mais il restait encore beaucoup de, comment dire, il restait encore il restait encore plusieurs marques et ça a été petit à petit grignoté par
la Charte des droits. Pas toujours dans le même sens, ça a été parfois contradictoire, mais depuis une dizaine d'années, c'est allé sensiblement dans la même veine. Alors, ce sur quoi il faut insister, c'est le 2 et le 3. Et le 2 et le 3, je vais le dire tout de suite en rapport avec il me reste 5 minutes. OK, alors c'est parfait. Ce qu'il faut retenir, il faut retenir vraiment une perspective des dispositions qui vont dans des sens diamétralement opposés entre le projet de charte des valeurs et la loi qui a été adoptée récemment. Et c'est le 2 et le 3 c'est la deuxième et la troisième composante qui nous permet de le voir, à savoir l'encadrement pour ce qui est du projet de loi 60, l'encadrement des membres du attendez, je vois très mal. L'encadrement des membres du personnel des organismes publics au motif de respect du principe de neutralité religieuse de l'État. Et troisième point, restriction, obligation de neutralité religieuse dans l'exercice de ses fonctions, ce qui n'existait pas. Et troisième point, institution. Voyons, il faut que je m'assure d'avoir le bon mot. Oui. Institution faite à un membre du personnel d'un organisme public, devoir de réserve en ce qui a trait à l'expression de ses croyances et particulièrement portant restriction du port de signes religieux ostentatoires. Et ça, c'était vraiment inédit comme formulation. C'était la première formulation du genre à l'agenda public et c'était, pour ce qui est de la portée, la première et la plus grande portée jamais faite à ce type de disposition. Sur fond de problèmes publics appréhendés. Ça, il faut le préciser. Donc, les trois composantes, il faut voir que la référence à la religion et à la laïcité, elle est marquée par le flou et l'ambiguïté. Elle est marquée par le flou et l'ambiguïté, si ce n'est, dans le projet de loi 60, si ce n'est de l'association privilégiée de valeurs exemplaires et de l'identité nationale aux valeurs de laïcité, ce qui fait un peu curieux, un peu arbitraire dans le contexte historique au Québec, dont un triptyque inédit: laïcité, neutralité religieuse de l'État et égalité entre les hommes et les femmes, invoqué à l'appui de quoi? À l'appui de mesures de restriction. Donc, j'ai dit que du port de signes religieux, et ces mesures-là, si on cherche l'inscription d'avant, si on cherche à rebours, on ne trouve pas. On trouve des mesures, différentes mesures vagues qui n'annonçaient pas cet objet. Ni à l'agenda, ni à l'agenda des politiques gouvernementales, ni à l'agenda politique du parti au pouvoir. Et je reviendrai plus tard sur la dynamique interagenda. Je vais seulement au projet de loi 62 avant de conclure. Projet de loi 62 adopté assez récemment, loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l'État et visant notamment à encadrer les demandes d'accommodement pour un motif religieux dans certains organismes. C'est un projet qui a été déposé par le gouvernement majoritaire du premier ministre Philippe Couillard,
qui est à la tête du Parti libéral du Québec. Le Parti libéral est au pouvoir, termine cette année, doit aller en élection. Maintenant, nous avons des élections à date fixe, en septembre ou octobre 2018. Et donc, en début de mandat, entré au pouvoir en 2014, avait annoncé cette mesure, mais qui n'était pas dans sa plateforme. Ce n'était pas à la plateforme, mais cependant, c'était dans les discours du chef et c'était à l'agenda public du gouvernement dès le départ. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ensuite de trois composantes? Il y a dans ce projet de loi 62 l'affirmation au titre de principe et non de valeur de la neutralité religieuse de l'État dans un sens qui colle à la jurisprudence canadienne et qui est très loin de ce qu'entendait ou sur la forme et le fond et la portée de ce qui était avec la Charte des valeurs. Ce que fait le gouvernement dans ce cas, c'est simplement réitérer la jurisprudence, c'est mettre dans la loi l'état du droit. Et cet état du droit, c'est que la neutralité religieuse de l'État ne s'entend au Canada, qui n'a pas de normes de laïcité, ne s'entend que dans le contexte de l'analyse sous l'article de l'accès à l'égalité et de la lutte contre la discrimination, à laquelle n'est pas donné de prééminence à un motif sur un autre. Alors, dans le contexte d'une analyse sous l'article 15, est-ce qu'il y a ou pas discrimination au motif religieux? C'est là qu'on trouvera atteinte ou non à la neutralité religieuse de l'État. La neutralité religieuse de l'État implique une obligation positive de traitement égalitaire. C'est ça que ça veut dire dans le contexte canadien et québécois. Et le gouvernement en remet une petite couche en disant « assure à tous un traitement respectueux des droits et libertés qui leur sont reconnus, incluant les membres du personnel des organismes publics, de la fonction publique. » Et ça, c'est vraiment à l'opposé. Il y a quand même impose notamment aux membres du personnel des organismes publics un devoir de neutralité religieuse dans l'exercice de leurs fonctions, mais ce devoir de neutralité religieuse, c'est le devoir de ne pas discriminer. C'est ce que ça veut dire. Voilà, il y a une troisième composante qui est la reconnaissance de l'importance avec des mesures prises au plan administratif pour assurer cette importance d'avoir le visage découvert lorsque des services publics sont donnés et reçus afin de s'assurer de la qualité des communications entre les personnes, de permettre la vérification de l'identité de celles-ci ou pour des fins de sécurité. C'est la troisième composante, le visage découvert. Et un autre élément qui est la question des accommodements raisonnables. En fait, on ne sait pas trop encore parce que la réglementation n'a pas été, et le gouvernement s'est fait taper sur les doigts là-dessus, doit faire ses devoirs, doit élaborer la réglementation par tout de suite un recours qui a été pris parce qu'il faut voir que le projet de charte des valeurs n'a pas été adopté. S'il avait été adopté, on peut se questionner d'ailleurs, est-ce qu'on voulait vraiment faire une politique publique avec ça ou est-ce qu'on voulait mobiliser? En fait, l'analyse que j'en fais en fin de parcours, c'est qu'on voulait plutôt mobiliser et que c'est un parti c'est un pari qui a été perdu par le Parti québécois. Le Parti québécois a fait le pari que l'attention médiatique, ça allait se transposer en
faveur populaire pour sa charte des valeurs, en a fait l'article premier de sa plateforme, et c'est pour ça qu'on peut dire qu'il a vraiment perdu là-dessus. Si on part de la fiction que les électeurs lisent les plateformes, en tout cas, ils devraient les lire s'ils ne les lisent pas, mais le gouvernement, lui, en tout cas, il a raisonné comme si son prédécesseur avait perdu l'élection là-dessus, et s'est senti tout à fait légitime d'y aller là, en choc frontal. Et c'est un pari qui a été perdu parce que la saillance d'un enjeu, c'est autre chose. La priorité que donnent les personnes à l'enjeu et l'impact sur leurs préférences partisanes, leurs préférences électorales, c'est autre chose qu'une simple présence ou un simple poids médiatique, comme on se plaît à appeler les choses au Québec. Et dernièrement, je m'arrêterai là-dessus. Par vos questions, j'ai des tableaux pour illustrer la dynamique interagenda, pour les deux d'ailleurs, et sur toute la période de 10 ans. J'ai un tableau qui fait la totale. Alors, je vous amènerai la totale si vous voulez. Et donc, pour terminer sur le projet de loi 62, interprétation du principe de neutralité religieuse, je l'ai dit, diamétralement opposé, cadré par la jurisprudence, et aussi ce qu'il faut noter, c'est davantage de l'ordre dans les termes de Baumgartner, ce serait équilibre versus ponctuation. C'est davantage scénario d'équilibre que scénario de ponctuation. Néanmoins, le premier ministre Couillard, il s'est laissé tenter par un peu de ponctuation. Quand il y a eu les attentats à Saint-Jean-sur-Richelieu, vous savez qu'au Canada, hein, c'est rien de comparable à ce que vous avez eu en France. Il y a eu, en termes de portée, de perte, de conséquences, de répercussions, mais il y a eu 2 incidents de jeunes radicalisés qui s'en sont pris à des figures des forces armées à Saint-Jean-sur-Richelieu et puis au Parlement canadien à quelques jours d'intervalle. Et là, le premier ministre Couillard a été critiqué pour son manque de réactivité, comme ça arrive souvent. Et là, il s'est laissé tenter par une petite ponctuation politique. Et là, il a annoncé des mesures tout azimut de prévention, de lutte contre l'intégrisme religieux qui a viré en plan contre la radicalisation. Puis finalement, c'est une montagne qui a accouché d'une souris. Mais pour dire que c'est tentant, puis les partis là-dessus, ils se ressemblent beaucoup. C'est comme l'assiette au bol. C'est irrésistible. Alors, voilà pour les éléments à la fois le schéma de comparaison et l'approfondissement, application et illustration sur des cas. En conclusion, on peut dire que la mise sur... On sait plus de choses qu'on en savait sur la mise à l'agenda de la question religieuse, mais ça demeure quand même un phénomène intriguant parce que la plateforme électorale, c'est une chose, mais c'est un indicateur. Un indicateur, puis imparfait. Parce que les partis s'arrangent pour jouer, pour mettre des choses, il y a une division, hein, il y a des discours, ce sont des discours différents. Quand on prend le temps, la plateforme, c'est une chose, et puis le chef, souvent. Chez nous, c'est le chef du parti qui va, lui, s'avancer. Il va davantage s'avancer à explorer des voies de... Et c'est ce qu'a fait Philippe Couillard, c'est ce qu'il faisait depuis qu'il était chef de l'opposition. Alors, on peut dire,
à cet égard que ce sont des préoccupations qu'il a eues tout le long. Parce que très rapidement, il s'est dit, bon, ben si vous parlez de valeurs, moi je vais vous parler de valeurs. Et, chose nouvelle, il y avait un intellectuel à la tête du Parti libéral. Le Parti québécois pensait qu'il était le seul à pouvoir avoir des intellectuels à sa tête. Il n'y en a pas toujours eu, mais il y en a souvent eu. Et, surprise, voilà quelqu'un qui relevait le gant du débat intellectuel après, bon, tourner coin, mais il s'est montré très, très disposé à le faire. Et en plus, qui connaît sa laïcité française, ça a impressionné le Parti québécois et ça l'a mis sur la défensive. Parce que quand on a vu Philippe Couillard chanter la Marseillaise, il connaît 2-3 couplets. Combien de Français connaissent 2-3 couplets de la Marseillaise? Moi, je l'ai vu 3. Voilà. Merci.